Donc nous revoilà pour la deuxième partie de la séance 3 sur la stationnarité. Donc là, on va s'attacher à présenter les trois principaux tests, de façon un peu plus exhaustive le test ADF, le test Philippe Perron et le test KPSS. Donc, je vous encourage à vous concentrer sur la partie notamment de la présentation du test ADF, parce que certains d'entre vous ont été peut-être un petit peu confus lors de l'examen, quand il a fallu, l'examen de série temporelle univariée, quand il a fallu faire le dernier exercice. Donc pour tester la non-stationnarité, euh, la première chose, le premier test le plus connu, c'est le test DF. Donc ici, je présente directement le test ADF. Le test ADF, si vous vous souvenez, c'est le test DF, ce serait juste cette partie-là. Et au test ADF, on ajoute ici les termes qui sont dans la somme, qui permettent de tenir compte dans le corps de l'équation d'une potentielle présence d'autocorrélation si on ne l'avait pas mis cette composante ici. Et vous savez bien que l'autocorrélation dans les résidus, ça influence la précision des tests. Donc normalement, les tests associés aux coefficients ici, par exemple phi et bêta, mais le coefficient nous qui nous intéresse pour faire le test ADF, c'est le coefficient phi. Et si vous avez de l'autocorrélation, ça rend imprécis la t-stat associée au coefficient phi, donc du coup potentiellement ça fout en l'air votre test ADF. Ok, donc ici le modèle, trois modèles, donc vous les connaissez. Le modèle 1, donc ici j'ai peut-être changé la numérotation. D'habitude le modèle 3 c'est le modèle le plus complet et le modèle 1 c'est le modèle le moins complet. Donc là ici on va rester comme ça. Donc le modèle 1 c'est le modèle avec tendance. Donc ici, vous voyez ici la tendance, le t associé, associé à son coefficient bêta. La constante, le terme d'intérêt pour le test ADF, donc avec le coefficient d'intérêt pour le test ADF. Et ici, comme je vous le disais, la sommation pour tenir compte d'autocorrélation. Donc ici, la confusion qu'il y avait dans l'examen, c'est de dire, quand on présentait une équation comme ça, delta yt, vous m'avez tous dit, on est en train de tester le caractère non stationnaire de la différence première de yt, donc de delta yt. Mais en réalité, la série dont on teste la non stationnarité ici, c'est bien yt, pas delta yt. Alors ça peut prêter à confusion, mais je vous invite à regarder un petit peu les livres qui traitent de ce sujet-là. Mais ces équations sont écrites dans leur version centrée, c'est-à-dire que le phi ici, il correspond à ρ moins 1. Donc ρ moins 1, ρ c'est le paramètre, parce que le test de l'ADF c'est ρ égale 1 et la valeur absolue de ρ inférieure à 1. Ici, nous, on a la version centrée, c'est-à-dire que en soustrayant de part et d'autre par yt-1, vous obtenez à gauche du coup delta yt-1. Mais la série dont on teste la non-stationnarité ici, c'est toujours yt pour l'instant, yt en niveau. Donc la version centrée implique que phi, on a centré ce coefficient-là, parce que sinon on aurait dû tester H0, ρ égale 1 et ρ, valeur absolue de ρ inférieure à 1, pour que ce soit plus simple de dériver les tables de valeurs critiques, les propriétés asymptotiques de ces tests-là, les auteurs le centrent. Okay. Donc là, nous, on se concentre toujours sur la version centrée. Ok, donc petite chose à noter, une fois que vous avez sélectionné le bon modèle, donc vous vous souvenez la stratégie séquentielle de test, on va en reparler juste après. Une fois que vous avez sélectionné le bon modèle, quand vous faites le test ADF sur le paramètre ρ, donc là vous calculez la t-stat associée à ρ, vous la comparez pas aux tables de student, comme quand on étudie la significativité d'un coefficient dans le cadre de MCO, mais vous la comparez aux tables de Dick et Fuller, okay, qu'on vous a remise un peu plus bas dans le document. La chose importante à noter, étant donné que c'est un test unilatéral à gauche, les valeurs tabulées vont être toutes négatives, ce qui fait que ça inverse le sens de la règle de décision. Donc si la t-stat associée au coefficient phi, donc ici je l'ai mis en indice phi, est supérieure à la t-stat tabulée par la table de Dick et Fuller, alors on ne rejette pas. Alors que d'habitude, quand la t-stat calculée est supérieure à la tabulée, on rejette.
Là, c'est l'inverse. On ne rejette pas, et donc on est en présence de racine unitaire. Donc racine unitaire, ça signifie que finalement, dans la version non centrée, le ρ est égal à 1, c'est pour ça qu'on dit racine unitaire. Et ça signifie qu'on est en présence d'une série non stationnaire. Okay, donc dans le cas par exemple de la marche aléatoire, si vous faites yt égale yt moins 1 epsilon, si vous avez mis un ρ devant yt moins 1, si ce ρ vaut 1, ben, c'est bien une marche aléatoire. Et on l'a vu dans le processus différent stationary, que c'est un processus non stationnaire en moyenne et en variance. Okay, donc, pour effectuer le test ADF, on vous l'a toujours répété, on adopte une stratégie séquentielle en plusieurs étapes. Donc dans les logiciels, enfin, notamment à l'aide de Python, le choix du nombre de retards pour nettoyer de l'autocorrélation, ici, là, le retard P, peut être fait en réalité automatiquement. C'est lui qui va sélectionner quel est le bon nombre de retards à adopter. Donc ici, en fait, ça fait référence à un modèle AR qu'on verra un tout petit peu plus tard, mais ne vous prenez pas la tête sur la sélection du nombre de retards. C'est fait automatiquement par Python, et l'essentiel, c'est de prendre un nombre de retards qui permettent de ne plus avoir d'autocorrélation dans les résidus. Et ce nombre de retards, en fait, même de façon automatique sous Python, il est déterminé par le modèle qui minimise les critères d'information, donc AIC et BIC. Vous faites tourner plein de modèles AR à l'ordre P, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10 pour voir, et vous regardez celui qui minimise ces deux critères. Et donc le retard que vous allez choisir pour votre modèle de test ADF, ça va être le retard qui correspondra à des critères d'information minimisés. Ok, donc ça c'était l'étape, en clair, l'étape 0 de ce que je vous ai raconté en série temporelle univariée. L'étape 2, c'est de sélectionner le modèle le plus général, toujours, ok, parce que, voilà, le modèle le plus général, c'est celui qui a une tendance et une constante. Donc, tout l'intérêt ici, c'est de regarder si la tendance, parce que ce qui la différencie des autres modèles, c'est de regarder si la tendance, elle est significative. Si la tendance est significative, ok, alors ce modèle est retenu. Parce que les autres modèles, finalement, n'ont pas de tendance. Donc si vous choisissez un autre modèle, vous le retenez, mais que la tendance était significative, bah, vous manquez largement quelque chose dans votre processus temporel. S'il y a une tendance, il faut prendre le modèle avec tendance. Il faut vérifier si elle est significative. La chose intéressante avec ce modèle, le premier modèle le plus complet, c'est qu'imaginez, vous trouvez une tendance significative, vous faites le test ADF sur phi, ok, si vous déterminez par exemple que la série est stationnaire. Alors, un détail à donner, c'est que votre série YT sera stationnaire autour d'un trend déterministe. Alors, autour d'un trend linéaire en réalité ici, parce que BT, c'est un trend linéaire. Donc ça veut dire que, imaginez un trend, un petit peu comme le premier graphique que je vous ai montré ici. Donc celle-ci, il y a bien un trend linéaire, évident, il y a un bruit autour. Si toute la série autour, toutes les oscillations autour de ce trend, si vous soustrayez le trend, bah, ça fait quelque chose de stationnaire. Donc si vous faites le test ici, vous déterminez qu'elle est stationnaire, il faut faire attention, elle est stationnaire autour d'un trend. Donc ça veut dire que votre série aura besoin d'être détrendée. Mais ça, on va le voir dans l'application un tout petit peu après. Donc voilà, ça c'est un peu le cas particulier de ce premier modèle le plus complet. Donc là le concept de stationnarité, c'est éventuellement autour d'un trend déterministe. Donc ici, le trend linéaire. Pareil, si vous concluez que la série est non stationnaire, elle est non stationnaire autour d'un trend déterministe. Donc ça voudra dire que finalement, la non-stationnarité pourrait venir d'autre chose, donc de la variance. Et dans ce cas-là, si vous avez quelque chose de non stationnaire autour d'un trend, enlever le trend ne suffira plus, étant donné que ce qui vous restera, ce sera une variance non stationnaire. Donc la solution ici, ce sera de différencier votre série. Ok, donc imaginez ici, vous ne trouvez pas de tendance linéaire significative, bah, vous passez au modèle d'après. Donc avec constante seulement. Donc
ici, le coefficient d'intérêt à regarder, c'est bien la constante. Si la constante est significative, eh ben, on pourra effectuer le test ADF sur le paramètre phi. Sinon, on continue. Si c'est pas significatif, si la constante n'est pas significative, on prend le modèle nu, sans rien du tout. Donc ni constante ni tendance. Et on effectue le test ADF sur le paramètre phi. Ok. Donc ici, on vous a remis les deux tables de Dickey-Fuller. Donc ça, c'est la table qui permet de juger si le train du modèle 1 est significatif. Ici, la constante du modèle 1, on le fait rarement, mais c'est toujours intéressant de le faire. Et le modèle 2, le modèle avec constante seulement, et les valeurs associées. Ici, ce sont les valeurs critiques pour le test de Dickey-Fuller, donc pour regarder si, sous l'hypothèse nulle, ici, vous voyez ici phi égale 0, et dans la version non centrée, ρ égale 1, ce sont les valeurs sous H0. Dans tous les cas, toutes vos tables, en général, même de Student, même du Ki2, etc., elles sont créées sous l'hypothèse nulle, et pas sous l'hypothèse alternative. Okay, petit détail. Donc maintenant, pour illustrer un peu tout ça, on va se servir des données boursières de Google, donc notamment le cours de clôture. Okay, donc, on vous met à disposition les données dans le dossier data, de la Dropbox. Donc faites attention, toujours ici le chemin. Si ça ne fonctionne pas tout de suite, il faut que vous le changez en fonction d'où vous le mettez sur votre PC. Ici, c'est du coup le DF, ça va contenir un data frame avec le cours d'ouverture, le haut de la journée, le bas de la journée, cours de clôture ajusté et le volume. Nous, on va se concentrer ici juste sur l'utilisation du cours de clôture. Du coup, je le stocke dans le cours de clôture dans la variable close, ok, et je le passe en log, c'est-à-dire que df close, je le passe dans la fonction np.log, ok. Pourquoi en log? Parce que si on est amené à le différencier, on aura une différence de log, et une différence de log, ça a une signification économique, c'est les rendements. Ok, donc, petit graphique simple pour voir à quoi ressemble notre série, c'est toujours, vous faites ça à chaque fois que vous téléchargez des données, le premier truc à faire, c'est les graphiques. Même rapide, hein, pour vous, quand vous faites des graphiques rapides, pas besoin de faire des titres, voilà, et ça, c'est simplement, vous le faites pour observer. Donc là, si on a un peu l'œil vif, on pourrait dire qu'il y a un train linéaire quelque part. Là, je peux faire passer une droite. Bon, voilà, ça c'est les premières observations. Donc, on peut se dire que quand on va faire le test ADF, ben, le trend, il sera potentiellement significatif. Ok, donc le test ADF, c'est la cellule d'après. Donc voilà comment ça se présente en Python, c'est ultra simple. ADF Fuller de StatModel. Le premier argument, c'est le cours de clôture, donc ici que j'ai stocké dans close, virgule, régression. Donc là, c'est les keywords d'argument. Un keyword d'argument, vous vous souvenez, c'est vous mettez régression, c'est pas moi qui l'invente, ça c'est le développeur de la fonction qui l'a fait. Régression égale une valeur. Ok. Donc cette valeur ici, régression égale CT, ça veut dire constante tendance. Ça veut dire que ça va être votre modèle 1, avec constante et avec tendance. Je vous montre les alternatives. C, vous l'aurez compris, c'est constante seulement. Et NC, c'est non constante, et sous-entendu non tendance. Et du coup, c'est le modèle 3 nu, le plus simple. Donc ici, on va rester sur du CT. OK. Parce que c'est la première chose à faire dans une stratégie de test séquentiel. Ensuite, le dernier argument ici, c'est regress result. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais en fait, si vous mettez égal false ou vous mettez rien, par défaut, ça va être, la valeur booléenne va être faux. Ça veut dire que quand il va vous retourner l'ADF stat, la p-valeur, le valeur critique, il ne va pas vous retourner la régression qui a été faite, tous les éléments de la régression qui ont été faits. Et nous, on va s'en servir pour regarder notamment la significativité de la tendance. Donc mettre ici regress result égale true, ça nous permet en fait ça dit à la fonction stocke toutes les informations possibles et inimaginables du test d'ADF. Ok, on va le voir juste après. Donc ici, donc là, ça c'est l'égalité, ok, donc ça c'est la fonction. Et cette fonction nous renvoie 4 choses. Elle nous renvoie ADF stat, une p-valeur, les valeurs critiques, et dans regress, je stocke finalement regress result. Ok, donc
entre guillemets, les unpack, pour les dépacker, vous pouvez mettre comme ça 4 variables avec des virgules égale ADF, ADF fooler. Parce que si vous en mettez une seule, on peut le faire d'ailleurs pour voir, si vous en mettez une seule et que je l'appelle Z, par exemple, et ben en réalité, votre Z, il va contenir un tuple de 4 éléments. Vous voyez, il y a 4 éléments ici. L'ADF, la valeur du test d'ADF, donc la T-stat associée à phi, la P-valeur, le dico qui contient les valeurs critiques, et ici un objet, donc l'objet regress result. Donc là, finalement, au lieu de stocker tout dans Z et puis après faire Z0 pour aller stocker la P-stat, on unpack directement. Ok, donc première chose, donc la stat ADF, ok, donc associée enfin, du coup, au paramètre phi. Ok. La p-valeur, ici, donc on voit, on a une p-valeur de 4%, donc inférieure au seuil d'habitude retenu de 5%. Donc ça veut dire, ça signifie un rejet de H0. Et le rejet de H0, ça signifie ici la significativité. Je vous rappelle, dans le test ADF, H0 c'est la non-stationnarité, et H1, donc l'hypothèse alternative, c'est la stationnarité. Donc ici, on rejette H0, donc on est dans un cadre stationnaire. Bon, vous avez vu, c'est limite. Hein. C'est-à-dire que si on fait d'autres tests, potentiellement, on pourra conclure le contraire. Là, ici, on est très proche de 5%, et si vous aviez 0,05% à 5%, vous acceptiez H0 la non-stationnarité. Donc c'est un peu sensible sur cette série. Donc là, on conclut avec cette p-valeur une stationnarité autour d'une tendance linéaire. Mais comme je vous l'ai dit, avant de faire le test ADF lui-même, il faut vérifier si la tendance est bien significative. Okay, c'est pour ça qu'on a sorti regress result. Donc ça, je vous le montre tout de suite. Donc si vous faites regress, qui contient regressresult.results.summary, vous connaissez la fonction summary dans le cadre des OLS, et bien ça vous sort, vous savez, la table d'estimation qui a été faite pour le modèle 1. Donc ce modèle-là. Ok. Et donc là, je vais vous donner des clés de lecture parce que c'est pas évident. Ici, ils appellent les variables x1, x2 jusqu'à x10. Et là, il y a du x11. Donc là, pour savoir où sont les retards, où est notre paramètre phi, enfin notre variable yt-1, où est la constante et où est la tendance, ça peut paraître pas évident. Donc là, je vais vous donner des petites clés de lecture. Vous vous souvenez, ADF stat, moins 3,43, ça correspond bien à la t-stat associée à phi, le paramètre devant yt-1. Donc 3,43, vous le retrouvez en fait ici. Donc le yt-1, c'est bien x1. Okay, donc ça, c'est votre phi yt-1. Donc ça, c'est la valeur estimée de phi. Juste après, ici, x2, x9 jusqu'à x10, ce sont les lags pour nettoyer les résidus de l'autocorrélation qui ont été sélectionnés automatiquement. Du coup, pour voir combien de lags ont été inclus automatiquement, vous pouvez faire regress, donc qui stocke regress result, used lag. Donc on voit ici que automatiquement, avec les critères AIC et BIC, Python a choisi 9 lags. Donc ici, les 9 lags, on les retrouve bien ici de x2 à x10. Il y a bien 9 lags. Ok, donc ça, Python nous garantit que ça nettoie au maximum les résidus de l'autocorrélation. Ensuite, on a d'autres paramètres d'intérêt. Vous savez, dans le modèle 1, on a la constante, ok, donc ici désigné par const, donc ça c'est facile. Et comment dire, le x11, enfin celui qui vient juste après constante, ça correspond à la tendance. Ok, ça faut le savoir. Donc juste après constante, c'est la tendance. Ok, donc là, la tendance. Qu'est-ce qu'on obtient pour la tendance? Donc on récupère sa t-stat, donc 3,45, ok. On la compare à la valeur tabulée dans DF. Donc ici on a pas mal d'observations, donc on a 250 observations. Donc si on doit comparer ici, on a 2,53, non, alors pardon, c'est ce côté-là, 2,79, ok, à 250 observations en plus, 2,79 à 5%, 2,79 à 5%, comparé à 3,46,
Donc 3,46, 3,45,6 est largement supérieur à 2,79. C'est bien ça. On conclut donc que la tendance ici, elle est significative. Ok, donc ça confirme notre intuition graphique où on pouvait faire passer carrément un train linéaire dans la série. Ok, une fois dit ça, c'est le bon modèle, étant donné que la tendance est significative. Donc on va pouvoir appliquer le test ADF et parler du test ADF. Donc on le refait un petit peu, donc ici ADF, etc. P-valeur, on a vu que c'était un rejet de H0, donc la série était stationnaire. Ça veut dire que si la série est stationnaire, autour d'un train linéaire, qu'est-ce qu'il suffirait de faire pour la rendre stationnaire? Eh bien, il suffit de la détrinder, c'est-à-dire de retirer, ici, imaginez vous passez une droite ici, il suffit de la soustraire, et vous aurez quelque chose d'aplati. On va le faire juste après. Donc, je le fais ici, on reviendra à Youngbox après. Donc, x, là, finalement, ce que je vais faire, c'est un mini OLS, ok? Dans les variables explicatives, je vais mettre quoi? X est égal à np.arrange 0 len close, et je lui ajoute une constante. Donc si vous avez du mal à voir ce que ça représente, je vous le mets juste après, x contient bien la première colonne, la constante, ok, et la deuxième colonne, c'est bien le temps finalement. Ici, le temps, on l'a indicé par des entiers, okay, de 0 à 249. Ok. Donc là, devant le temps, il va y avoir un coefficient, puisqu'on va faire une estimation OLS. Donc ici, close, ça représente bien mon y, x, la composante linéaire, ok, vous la fitez, vous récupérez la série fitée, donc train de résulte, ici qui correspond au stockage du résultat, point fitted values, ok, et vous les tracez. Vous la tracez, le train de fitted values. Donc on a bien fité un trend, il est beau et linéaire ce trend, ok. Donc si on ajoutait ici, juste pour s'en convaincre, la série close, voilà, vous voyez, on peut bien faire passer une sorte de trend au milieu de la série. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de la détrinder. Pour détrinder une série, c'est on ne peut plus simple. C'est close moins trend fitted. Et donc vous voyez ici, c'est ce que j'ai fait. Close moins trend fitted, et je vous ai mis le graphique. Donc là, on voit finalement que c'est aplati. Regardez par rapport à la série précédente qui a une tendance croissante, là c'est aplati. Et donc, en principe, ce qu'on doit faire, c'est de vérifier, maintenant sur cette série détrindée, de refaire un test d'ADF pour vérifier si cette série-là, cette nouvelle série, close détrinded, est bien stationnaire. Ok. Donc on le fait. Excusez-moi, j'ai pas tout exécuté. Voilà. Donc on le fait. La p-valeur, elle est extrêmement proche de 0. Donc ça veut dire qu'on rejette très fortement l'hypothèse nulle. Et on est donc dans le cas d'une série non stationnaire. Donc ici, vous voyez bien, j'ai mis close détreinte. Et le type de régression ici, bon, normalement, comme on vous l'a appris, on doit faire la stratégie de test séquentiel. Mais pour moi, c'est évident que là, il n'y aura pas de constante, elle sera à 0, et il n'y a plus de train linéaire puisqu'on l'a enlevé juste avant. Ok. Donc finalement, le modèle qu'on va retenir intuitivement, ce sera le modèle sans constante ni tendance. Et on observe ici que la série est bien stationnaire. Petite note, c'est de dire que là, les paramètres que vous pouvez mettre dans régression sont un peu plus complets que ce qu'on vous a présenté en cours. Vous pouvez mettre sans constante ni tendance, avec constance seulement, avec tendance et constante, et aussi vous pouvez mettre des tendances quadratiques. Donc typiquement, imaginez une série de températures, c'est une tendance saisonnière, donc c'est représenté de façon quadratique. Donc c'est possible. Vous ferez vos tests vous-même. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je ne vous ai pas présenté donc le test de Youngbox. A priori, les résidus ne comportent plus d'autocorrélation dans la première régression, là, avec le modèle 1. On peut le vérifier rapidement. Accord Youngbox, regress.result.reside, donc il faut récupérer les résidus. Vous vous souvenez, Youngbox est sur les résidus. On va tester à l'ordre 3. Okay. Et ici, ça vous renvoie quoi? Ça vous renvoie
deux arrays. Un premier array qui correspond aux valeurs du test de Lumebox, et le second array, c'est un array qui contient les p-valeurs. Okay, donc on voit ici que les p-valeurs, elles sont toutes très proches de 1. Ça veut dire qu'on est, on est vraiment sous H0. On est confiant dans le fait que nos erreurs ne sont pas autocorrélées. Okay, voilà, ça vous pouvez l'utiliser souvent pour vérifier s'il y a d'autocorrélation dans vos séries ou dans vos erreurs. Ok, donc là, on est arrivé au moment où on a des trains D et on a une série stationnaire. Bon, bah, c'est top, c'est génial, on a fait ce qu'il fallait faire. C'est juste de faire ça statistiquement, parce que c'est ce qu'on vous apprend en cours et c'est ce qui est juste de faire en réalité. Sauf que la non-stationnarité ici, elle est de type parce que la non-stationnarité est de type déterministe, donc c'est un train linéaire. Seulement, imaginez cette série maintenant que vous avez des trains D, vous voulez l'utiliser dans un modèle économétrique, bah, ça va être un petit peu compliqué de l'interpréter. Imaginez, vous mettez un alpha ou n'importe quel coefficient devant ça, vous estimez, et comment vous interprétez autour, parce que vous savez que vous avez des trains D, vous avez enlevé le train, donc comment vous l'interprétez autour d'un train linéaire. Ça peut paraître un peu compliqué, ça peut être compliqué, et en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on abuse un petit peu du bien statistique. Quand vous trouvez quelque chose, même avec tendance, qui est stationnaire ou pas, en fait, ce que vous faites avec les courbes boursiers, c'est que vous faites la différence des logs, vous différenciez. Vous êtes quasiment certain en différenciant d'obtenir sur une série, de tomber sur une série stationnaire, et en tout cas pour les cours boursiers, et finalement la différence des logs, c'est les rendements. Donc les rendements, c'est beaucoup plus simple d'interpréter ça dans un modèle après MCO. Ok, donc en général, pensez à la significativité économique d'un détrending ou et la significativité économique d'une différence de log. Et ben en fait, c'est la différence de log qu'on va prendre. Ok, donc ici, je vous mets bah, la différence. Alors je stocke dans une variable diff close, donc close moins close.shift 1. Donc ça c'est pour ça c'est close moins 1 et close autant t. Donc ça permet en fait de faire la différence des logs très simplement. Donc quand je graphe la différence des logs, diff close, bah, vous voyez, ça c'est une série de rendements. Et cette série, a priori, est stationnaire. Il faut bien sûr vérifier cette stationnarité. Voilà, là on tombe sur quelque chose une p-valeur. J'ai pas, encore une fois, à chaque fois, on devrait faire la stratégie séquentielle de test. Ici, je ne la fais pas, c'est simplement pour illustrer le fait qu'en ayant différencié des logs de cours boursiers, qui nous donnent des rendements, on tombe sur une p-valeur très proche de 0, donc un rejet de H0, c'est-à-dire une série stationnaire. Ok, j'espère que c'est un peu plus clair, mais on est d'accord que tout ce travail-là, bien qu'ici il y ait noté delta YT, donc la différence première de YT, l'étude de la stationnarité portait bien sur la série YT en elle-même, donc c'est-à-dire log de close. Okay, donc ça, pour éviter ces confusions futures avec le modèle centré, voilà. Donc vous voyez, très simple de faire les tests ADF avec Python. Si vous voulez, vous pouvez créer une fonction qui aura cette fonction dans son corps, et typiquement faire une fonction où ça va faire. En fait, vous pouvez coder vous-même la stratégie séquentielle de test dans une fonction. Comme ça, au lieu d'appeler indépendamment avec tendance et constante, puis avec constante, etc., le faire dans plusieurs cellules, vous pouvez le coder une bonne fois pour toutes dans une fonction, exécuter cette fonction et tout se passera bien. Mais ça, d'ailleurs, ça pourrait être un petit exercice sympa à faire pour vous. Ok. Donc ensuite, je vous présente deux alternatives. C'est le test de Philippe Perron. Alors en réalité, il est semblable au test ADF, simplement qu'il utilise une méthode un tout petit peu plus compliquée à présenter ici pour corriger l'autocorrélation présente dans le test DF simple. Ok, donc c'est une correction non paramétrique avec des fenêtres de Barlett, etc. C'est un peu plus compliqué à présenter ici, un tout petit peu plus compliqué à comprendre. Il y a besoin de beaucoup plus de définition. Et là, simplement, on va le mettre en œuvre. Voilà, ici, donc Philippe Perron.
là, je refais le test sur diffclose.ilog, donc ilog 1, ça veut dire étant donné qu'il y a un an, vu qu'on a fait la différence première, on supprime, en gros, on supprime la première observation qui a un NA, et on fait le test Philippe Perron avec constante et tendance pour voir. Okay. Bon, il y a d'autres arguments, donc il faudrait aller voir la documentation. Alors cette fois, c'est le package Arch qui l'implémente, Philippe Perron. ADF, c'est StatModel, Philippe Perron, c'est Arch. Alors moi, j'avais mis CT, c'est Include a Constant and Linear Trend. N, c'est No Trend Component, donc on va plutôt mettre N que CT, ok. Parce que là, c'est bien diff close, donc ce sera plus correct, mais on doit encore faire la stratégie. Et donc ici, on obtient une p-valeur très proche de 0, donc rejet de H0 d'un test de Philippe Perron, c'est la non-stationnarité. Philippe Perron, rappel, H0, non-stationnarité, H1, stationnarité. Donc ici, 16 lags pour la fenêtre ont été automatiquement choisis. Okay. Le test KPSS, lui, c'est une alternative encore. Donc lui, la particularité de ce test, c'est le fait que les hypothèses sont inversées. C'est-à-dire que lui, il teste la stationnarité. Ça veut dire que H0, stationnarité, H1, non-stationnarité. Okay. Voilà. Donc ici, voilà, avec la fonction ici KPSS, donc ce prix de stat model, donc pareil, on extrait les valeurs que nous retourne la fonction KPSS. Régression ici C, donc j'ai mis avec une constante, alors je ne sais plus exactement quels sont les autres paramètres. Vous pouvez aller sur la doc, on vous l'a mise. Ok, KPSS, c'est alors constante. Alors là, lui, en fait, lui, il permet pas d'avoir un modèle sans constante. Donc constante, c'est le modèle le plus nul entre guillemets pour KPSS. Ok. Étant donné que les processus comparés sont inversés. Donc ici, la p-valeur, elle est rendue à 0,1. Alors ici, quand on lit le petit message de warning, the actual p-value is greater than the p-value returned, ça veut dire que en fait, la p-valeur, elle est bien plus grande que 0,1. Ça veut dire qu'on est dans le cas d'une acceptation de H0. Une acceptation de H0 dans le cadre d'un test de KPSS, c'est la stationnarité. Donc c'est inversé. Okay, donc nos trois tests, Philippe Perron, KPSS et ADF, nous disent tous les trois que diff close, la différence des logs de close, okay, est stationnaire. Donc on est plutôt confiant dans le caractère stationnaire de cette série diff close, donc on pourra utiliser dans des modélisations avec d'autres variables. Ok. Il y avait une application. Donc cette application, mon collègue Pierre Durand vous l'a faite au premier semestre. Ce qu'on va faire pour être efficace, c'est vous remettre la vidéo de correction qu'il l'a faite lui au premier semestre. Et donc voilà, on le mettra à la suite de cette vidéo-là et vous pourrez corriger l'application. Donc essayez de faire cette application tout seul et regarder la correction après. J'ai une petite note finale, c'est de dire que étant donné que vous allez devoir nous rendre un projet économétrique de série temporelle, la première chose en fait que vous allez quasiment tous faire, c'est des tests de racines unitaires. C'est-à-dire que les tests ADF, Philippe Perron, voilà, bon, la plupart d'entre vous vont faire ADF, sont essentiels. C'est-à-dire que quand vous allez mettre des variables à l'intérieur d'un var ou d'un ARMA, il faut qu'elles soient stationnaires. Donc il faut que vous l'ayez vérifié au préalable. Donc c'est l'occasion ou jamais de comprendre à fond les tests de racines unitaires, et d'ailleurs ce sera requis pour vos mémoires en réalité. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette séance, par Discord, par mail ou par la voie que vous souhaitez, surtout par Discord, parce que c'est fait exprès. Et voilà, donc n'hésitez pas, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, à bientôt.